Ok, bon, alors du coup, on va pouvoir commencer. Euh, on est avec vous pour à peu près une heure et demie, pour vous parler stratégie camouflage et aussi d'un projet que la NVL va porter cette année. Donc moi, je suis Céline, je suis la directrice de la NVL et je suis aux côtés. Alors moi c'est Anatole, je suis apprenti cette année justement à la NVL et ma mission principale c'est plutôt justement ce suivi dont on va vous parler ce soir sur l'engoulevent d'Europe sur le massif de Fontainebleau. Alors, ce qu'on vous propose, c'est de noter vos questions au fur et à mesure, et puis on aura un petit moment à la fin de ce webinaire pour parler des questions que vous pourriez avoir. C'est vrai, alors on n'a pas précisé mais je vois une question. ANVL, donc c'est Association des naturalistes de la vallée du Loing et du massif de Fontainebleau. Donc on se centre, notre secteur d'activité c'est plus voilà, le sud de la Seine-et-Marne. euh, voilà. Vallée de la Seine, vallée du Loing. Alors, justement, quelques mots sur la NVL avant qu'on commence. Avec Anatole, on est tous les deux donc salariés de la NVL, qui est une association naturaliste qui a été créée en 1913, avec comme objectif de promouvoir l'étude des sciences de la nature et de contribuer par ses actions à la préservation de la biodiversité. Donc c'est une vieille association puisqu'on a fêté nos 110 ans en 2023. Et dans le cadre de ces actions de préservation de la biodiversité, on a des sorties qui sont animées par des bénévoles ou par des salariés, dont l'objectif est de transmettre nos connaissances naturalistes. Et toutes nos sorties sont gratuites, alors, sauf mention contraire, il y en a certaines qui sont payantes, mais très peu. Et bien sûr, hein, on vous dit, pensez à adhérer parce que c'est un petit peu comme ça qu'on peut vous proposer ce genre de webinaire. Je pense qu'on va pouvoir commencer avec le programme de ce soir. Donc, on va parler définition et principes de camouflage. Donc, qu'est-ce que le camouflage et quels sont les grands principes? Après, Anatole vous parlera de certainement ce qui vous intéresse le plus, le camouflet de la forêt de Fontainebleau, en fait, l'engoulevent. On parlera un petit peu de l'écologie de l'engoulevent, quel est cet oiseau. Et puis après, Anatole vous parlera du projet sur lequel il travaille, avec donc notre objectif de faire un recensement de la population d'engoulevent d'Europe. Alors, je laisserai Anatole en parler, mais c'est un projet qui est porté par la NVL, mais aussi avec l'aide de la région Île-de-France. Alors, comme on le voit sur ces photos, il y a de multiples techniques de camouflage. Et en tout cas, ce qu'on peut d'ores et déjà vous dire, c'est que le camouflage a un rôle vraiment crucial au niveau du monde naturel. Là, on a deux beaux exemples, hein, d'espèces qui sont différentes, dans des milieux qui sont différents, et où la stratégie de camouflage est à la fois plutôt bien réussie et en même temps utilise des techniques qui sont complètement différentes. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur le camouflage? Le camouflage, c'est une méthode de dissimulation qui permet en fait à un organisme visible de passer inaperçu en se fondant dans son environnement. Alors, c'est une technique qui existe depuis des siècles, puisque on peut se dire que les premières techniques de camouflage elles remontent à la préhistoire, lorsque en fait les êtres humains utilisaient des techniques un peu simples, hein, pour se fondre dans leur environnement quand ils partaient notamment en chasse. Bon, au fil et à mesure du temps, bien sûr que l'art en fait du camouflage a évolué. On a eu par exemple les peintures corporelles ou les vêtements, comme on le voit sur cette photo, avec des couleurs un peu qui se confondent avec la nature, qui ont fait leur apparition. Et c'est un processus qui, du coup, a joué un rôle vital dans la survie face aux prédateurs. Alors, chez les humains, on a beaucoup utilisé ces méthodes de camouflage au niveau du domaine militaire. C'est vraiment, en fait, la photo le montre, hein, c'est l'art du camouflage chez les militaires, c'est vraiment clé. Lors de la Première Guerre mondiale, il y avait eu
je vous passe les images, mais vous pourrez regarder sur Internet, mais euh, les tenues des militaires étaient plutôt très colorées. Et il y a eu de nombreuses victimes qui ont été tuées parce que l'uniforme, on va dire, ne les avantageait pas. Et du coup, les militaires ont travaillé justement sur ces tenues et sur le camouflage pour passer beaucoup plus inaperçus. Et là, on commence à voir justement, voilà, lors de la Deuxième Guerre mondiale, des tenues qui ressemblent beaucoup plus à celles de la photo. Alors, pour continuer sur le camouflage, bon, le grand principe, c'est la capacité à se fondre dans son environnement. Alors, on utilise bien sûr, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, des couleurs, on utilise aussi des motifs et des textures qui imitent le milieu naturel. Alors, on a un, un métier qui connaît très très bien aujourd'hui le camouflage, hein, qui est le métier de photographe animalier. Là, comme vous le voyez sur la photo, le photographe est complètement masqué, aussi bien par des couleurs qui se confondent avec la nature que par les motifs et par les textures qui imitent donc le milieu naturel. Euh, alors, bien sûr, le photographe, lui, il essaye de se confondre avec la nature pour immortaliser, en fait, prendre une photo d'un animal, par exemple, qui, du coup, n'aura pas peur de le voir arriver. Ça permet aussi d'utiliser en fait, bon, alors c'est pas suffisant, hein, bien sûr, il faut bien sûr des approches, des techniques d'approche qui vont être essentielles pour un photographe. Et donc, un bon photographe, lui, c'est se fondre dans le paysage, il va se porter des vêtements adaptés, il va avoir ces types de motifs naturels et il va aussi faire preuve de patience. Mais vous vous imaginez que même si on fait preuve de patience, qu'on se déplace de manière un petit peu lente, etc., c'est pas suffisant. Donc, d'où la technique de camouflage, un petit peu utilisation des couleurs. Quelques exemples ici côté animal, puisque on s'est posé la question pour l'humain, mais côté animal, les espèces animales sont plutôt pas mal aussi au niveau camouflage. Donc là aussi, l'idée c'est de se fondre dans son environnement. Pourquoi? Pour en général échapper aux prédateurs, mais aussi pour mieux surprendre leur proie. Donc là, vous avez 6 exemples avec des espèces qui sont très différentes, qui utilisent des techniques de camouflage. Donc par exemple, on sait que les caméléons, ils vont changer de couleur pour échapper à leurs prédateurs. Euh, les hiboux, par exemple, eux, ils vont se blottir dans les arbres ou dans les branches. Et là, enfin, là, sur la photo, on voit parce qu'il est dans un creux avec un arrière-fond qui est plus foncé que lui. Mais si on, enfin, ça peut être très compliqué de pouvoir voir un hibou dans un arbre. Donc, il y a plusieurs techniques de camouflage qui existent dans la nature. Dans le règne animal, on utilise plutôt des motifs spécifiques pour se dissimuler. Donc ça peut être des postures aussi immobiles. Donc il y en a d'autres qui, eux, vont imiter leur environnement. Donc comme les feuilles, les rochers, hein, on voit sur la première photo l'araignée, je ne sais pas si vous arrivez vraiment à la voir, hein, qui est juste... euh, hop, elle est où ma souris? Ah, c'est peut-être toi avec ta souris. Si tu peux montrer l'araignée. Si, je pense que Celle-là, là-haut. Ouais, c'est ouais, là. celle, ouais. Voilà, donc là, il y a une première. Alors, je sais, ouais, je pense que vous avez vu avec Anatole vous a montré avec la souris. Donc, cette première araignée sur l'arbre, elle a la même couleur, c'est à peine si on la voit. Idem sur la marguerite du bas, enfin la fleur du bas, où l'araignée est jaune sur une fleur jaune. Donc, c'est vraiment beaucoup de mimétisme qui est nécessaire et qui est essentiel en fait à la survie. Et donc, bien souvent, on peut voir.
on peut voir ces animaux vraiment au dernier moment, ce qui peut aussi nous surprendre. Après, le camouflage, c'est aussi le fruit d'une adaptation évolutive. Les traits en fait de camouflage sont transmis génétiquement de génération en génération parce que le camouflage est codé en fait dans les gènes. Et lors de la reproduction, en fait, les parents transmettent le matériel génétique à leur progéniture. Et c'est les gènes qui sont responsables des motifs et des couleurs qui permettent donc à l'animal de se camoufler. Et donc tout ça veut dire que le camouflage est le fruit d'une hérédité. Et donc il peut y avoir une variabilité génétique au sein d'une population qui est essentielle en fait pour l'évolution. Alors là, je ne sais pas si vous connaissez ce spécimen, hein, si vous l'avez reconnu. Euh, N'hésitez pas à nous proposer des idées de qui ça peut être pour ceux qui le connaissent. Alors, je ne sais pas s'il est connecté ce soir, hein. Est-ce que vous avez une idée de qui peut être sur cette photo? Ah, il y a des gens qui le connaissent très bien. Style, je vois que Morgane est connectée. Morgane, ah, alors c'est pas l'arrière, hein, mais c'est pas loin. Le prénom est bon. Le prénom est bon. Bon, c'est notre Guillaume Larègle, hein. Ah oui. Notre Guillaume Larègue national, donc qui voyait est bien camouflé. Bon, alors là, c'était juste pour le joke. Euh, Si vous n'avez pas de questions sur cette première partie, on va pouvoir commencer à parler engoulevent. Ouais. Alors, on va commencer par un peu d'écologie, présenter un peu l'oiseau qu'il est, et notamment par des légendes, un peu comment on est venu aujourd'hui à le connaître. Et historiquement, donc surtout au Moyen Âge, un peu Antiquité, on avait été surnommé le tête-chèvre. Alors, dit comme ça, c'est un peu étrange, mais en fait, c'est parce que à cette époque-là, il était vu comme un peu un nuisible qui venait s'infiltrer dans les bergeries la nuit. Et il venait en fait, enfin, les éleveurs pensaient qu'il venait téter les chèvres, les brebis, et en les rendant en fait tout simplement infécondes, et puis voilà, où elle ne pourrait pas avoir de descendance. Et donc le tête-chèvre, et il était un peu vu comme une bête maudite à l'époque et un peu un objet de Satan. Et mais moi, bon, ça a évolué maintenant évidemment. C'est des choses qu'on ne pense plus. Et pourquoi engloue le vent? Parce que quand on y pense, c'est quand même révélateur de beaucoup de choses. C'est qui avale le vent, littéralement. Et alors, quand on voit l'oiseau, on remarque un tout petit bec, mais derrière, il se nourrit d'insectes et d'insectes au vol. Ce qui fait que lors de son vol, qui est très acrobatique, il ouvre largement son bec pour capturer les insectes en vol. Et justement, ça en fait un bec ouvert largement, là, comme on peut le voir sur la photo en bas, et qui pourrait mimer justement qu'il avale une quantité de vent très importante. Alors maintenant, parler un peu de choses plus larges sur un peu une carte d'identité. Donc, sur la systématique, il fait partie donc, de la famille des Caprimulgidae. En Europe, enfin sur le parler arctique occidental, donc cette zone biogéographique qui s'étend du continent de l'Europe, nord de l'Afrique et est de l'Asie, on va avoir seulement 4 espèces d'engoulevents, bien que dans le monde on en ait à peu près une centaine. Et chez nous, en France, en tout cas, on n'aura que l'engoulevent d'Europe. En Espagne, par exemple, on va avoir l'engoulevent à Collierroux, mais qu'on ne verra jamais, en tout cas en France, et surtout par chez nous en Île-de-France. C'est un oiseau qui est quand même assez gros. On peut diffi- enfin, il est largement discernable, par exemple, des passereaux, mais plus de la taille d'un coucou, avec une taille donc d'environ 30 centimètres pour une envergure voilà, qui peut atteindre jusqu'aux 60 centimètres avec un poids bon, relativement faible, où il peut faire donc 70 à 100 grammes.
Dans des conditions sauvages, il a été estimé, sur les quelques chiffres qu'on peut trouver, une longévité de 8 ans environ. C'est des données qui sont à prendre entre parenthèses, parce que c'est une espèce qui est quand même mal connue sur ce genre de détails. Et après, sur les caractéristiques, eh bien, vu que c'est une espèce qui passe sa journée cachée, elle a besoin d'avoir un plumage très mimétique de son environnement, et c'est pour ça qu'il est complètement tacheté de diverses couleurs, et notamment des couleurs qu'on peut trouver dans les bois, parce qu'il viendra se poser dessus, et donc tacheté de brun, blanc, gris, noir, et la journée, il va avoir les yeux mi-clos, parce que c'est une espèce qui est nocturne, et forcément le soleil va l'aveugler, il va juste garder les yeux mi-clos parce qu'il continue quand même la journée à être attentif au moindre danger. Et puis la nuit, comme tout prédateur nocturne, un vol de chasse qui est complètement silencieux et par contre très acrobatique, hein, pour capturer justement les insectes. Un peu l'idée qu'on peut se faire justement des vols d'hirondelles. Et donc très manœuvrant, courte montée, enfin de zigzag assez rapide. Et voilà, de rapides planés, etc. Alors maintenant, l'aire de répartition est justement où on peut l'observer, cette espèce. Comme je vous le disais, surtout, enfin, c'est une espèce qui est en tout cas sur la période estivale en été, qui est la période de reproduction sur le paléarctique occidental, donc cette large zone qui s'étend de l'Europe à Afrique et nord de l'Afrique et Asie. Bon, même sur l'Asie, effectivement, qu'on peut le voir, elle a une aire un peu plus vaste. Sachant que les principales populations vont quand même être dans l'est de l'Europe, notamment en Russie, où il y a des habitats et des conditions climatiques qui lui sont beaucoup plus favorables. Et voilà. Et c'est une espèce qui va être migratrice subsaharienne, c'est-à-dire que lors de la période de migration, elle va descendre en dessous du Sahara. Ce qui fait que c'est une espèce qu'on retrouve en France que sur une période de courte durée, c'est-à-dire qu'elle va revenir au printemps seulement à partir de mai et repartira relativement tôt, notamment pour les premières portées, enfin pour les premiers jeunes, à partir de juillet, août, et le gros du départ se fera surtout en septembre. Donc voilà, sachant que les couloirs de migration sont très mal connus pour l'espèce, et le gros quand même des populations hivernantes se trouve plus dans l'est, enfin dans l'ouest de l'Afrique, voilà, vers le Sénégal, etc. On a de grosses quantités d'hivernants. Maintenant, un peu comment on le retrouve en France et les dates qui marquent sa reproduction chez nous. Comme je le disais, en avril-mai, alors vraiment fin avril, on peut commencer à le retrouver, avec des dates que j'ai réussi à retrouver sur Géonat Île-de-France, sur la base de données locale, les plus extrêmes en arrivée, donc début mai en 2020, enfin 2024-2023. Et le départ, lui, se fait plutôt, voilà, hein, on a des différentes dates, mais extrêmes aussi, à partir de fin août et septembre. Bon, même si là, effectivement, septembre n'est pas trop représenté, mais c'est quand même surtout vers ces périodes-là qui partent. Mais forcément, à partir de septembre, enfin, août-septembre, c'est des espèces qui se font beaucoup plus discrètes. Donc les observer, ça devient plus compliqué. Et ce qui va nous intéresser, parce que c'est effectivement par ça que nous, on va pouvoir les observer, ça va être par le chant. Le chant, lui, il va avoir lieu surtout de mi-mai jusqu'à courant juillet, avec une période particulière d'intensité à partir de juin, enfin en juin, parce que, enfin, à partir des 2 dernières semaines de mai et courant juin, parce que c'est vraiment à ce moment-là que la totalité des engoulevents sont présents, et on a une forte densité de malchanteurs. Et les parades, justement, pour quand les mâles cherchent une partenaire, qui ont lieu notamment voilà, sur le moment particulièrement intense de fin mai vraiment, et les 2 premières semaines de juin, où on peut en avoir particulièrement facilement. Et tout ça, ça amène à une première ponte, enfin une ponte souvent, et qui a lieu voilà, fin mai, vraiment début juin. Alors on a 2 semaines d'incubation, la femelle s'en occupe, elle passe 2 semaines sur les œufs. Enfin, c'est une période qui est particulièrement où l'espèce est particulièrement sensible au dérangement, évidemment, parce qu'elle va nicher au sol, donc pas besoin de nid,
Enfin, pose vraiment les œufs sur le sol, dans la végétation. Et souvent, on parle de deux œufs, des œufs qui sont aussi camouflés aux couleurs du sol. On peut voir la photo en bas à droite. Et le développement de la nichée va à peu près prendre autant de temps, 2 semaines, un mois. Et là, c'est le mâle qui va principalement s'occuper, en tout cas, du nourrissage. Et enfin, il y aura des allers-retours des deux, du mâle et de la femelle, mais la femelle restera quand même à proximité du nid. Et l'envol qui se passe à peu près un mois et demi après le, le- après le début. Et, euh, et voilà. Et sachant que exceptionnellement, alors c'est des cas qui sont très rarement documentés, mais ça peut arriver si en tout cas toutes les conditions météorologiques ont pu s'assembler. Mais il y a déjà été vu une deuxième ponte. Il faut arriver à le prouver parce qu'on peut avoir des reproductions tardives, mais prouver que c'est une deuxième ponte, ça devient plus compliqué. Donc là aussi, c'est pour ça aussi peut-être qu'on a peu de données sur de tels cas. Mais voilà, on a une deuxième ponte qui est envisageable quand même par l'espèce, si tout se passe bien sur la première. Et là, dans ce cas-là, c'est un peu les rôles qu'on va s'inverser. Le mâle va s'occuper de la première nichée jusqu'à temps d'émancipation complète des jeunes. Et la femelle va, elle, un peu s'occuper de l'entièreté de la deuxième. T'as une question, Oui. Anatole. À quel moment se font les parades? Et en journée ou dans la nuit? Et chantent-ils plutôt la journée ou la nuit? Eh bien, c'est une espèce qui est nocturne, donc on peut avoir des mouvements quand même de jour exceptionnels, quelques très rares chants de jour, mais vraiment concrètement, comme les diverses impasses nocturnes, on va avoir une période de forte activité nocturne, en tout cas audible pour nous par le chant qui va être en début de nuit, hein, donc crépuscule, et puis 2 premières heures de la nuit, c'est vraiment le moment où l'espèce est très active, enfin, notamment par le chant. Et après, c'était quoi l'autre? À quel moment Ouais, sont les pas parades? Oui, trop. voilà, de toute façon, les parades, elles, Pareil la nuit, on peut avoir des parades, enfin, au crépuscule. voilà, c'est ça, crépuscule, mais dans l'année, en tout cas, ça va Et être. lever du soleil. Oui, Ouais. lever du soleil, évidemment, c'est aussi un moment qui est favorable. Parce que, voilà, c'est à ce moment-là où il revient se mettre pour un peu défendre son territoire. Alors, quelques autres caractéristiques. En France, sa répartition, elle est quand même plutôt au sud. Et il est plutôt rare justement au nord d'une ligne entre Besançon et Le Havre, ce qui fait que ici à Fontainebleau et même Île-de-France, donc on est quand même sur une extrémité de cette aire. Alors elle est quand même présente, enfin l'espèce est quand même présente au nord, mais quand même en de bien moindre quantité. Comme je l'ai dit, bon, il est strictement insectivore, complètement dépendant de la quantité d'insectes qui est présente autour de son habitat, et c'est une espèce voilà, qui est crépusculaire et nocturne. Alors maintenant, c'est une espèce donc, qui se camoufle très bien, très difficilement observable de jour. On dit que c'est un plumage qui est cryptique et qui va s'inspirer donc ouais, des caractéristiques de l'habitat dans lequel il est. Et pour ça, voilà, il est tacheté des différentes couleurs. Et en plus des couleurs qu'il va voir qui sont complètement inconfondables avec l'environnement dans lequel il a aussi une forme assez longiligne, ce qui fait que la journée, souvent, il va se poser sur une branche complètement aplatie. Et pour le discerner quand on regarde dans un arbre, ça devient quasiment impossible, à moins de savoir exactement où il est. C'est très difficile de l'observer. Et puis, bah voilà, de nuit, souvent, le seul moment dans lequel on pourra l'observer, ce sera à contre-jour, quand il sera sur un poste de champ. Et là, on pourra quand même l'observer. Mais réussir à faire une belle photo, c'est un sacré défi. Donc, s'il y en a qui arrivent, franchement, chapeau. Alors maintenant, ce qu'on va appeler le GIS. Parce que nous, c'est surtout avec ça qu'on va pouvoir identifier l'oiseau. Alors le GIS, c'est concrètement les premières impressions que nous donne l'oiseau, sans être vraiment dans des détails de plumage ou de taille, enfin, précis. C'est vraiment la première impression qu'on en tire de l'oiseau. Et il va avoir une allure d'hirondelle, voire de faucon, notamment dans le vol, parce qu'on a une longue queue, on a des ailes qui sont assez longues et pointues, ce qui fait que voilà, on peut penser à ces espèces, et notamment une espèce qui peut être particulièrement active aussi dans les mêmes périodes que l'engoulevent, ça peut être le coucou gris, qui peut avoir des périodes de chant au crépuscule et à l'aube.
Ce qui fait qu'il faut faire attention aussi à pas confondre les deux espèces quand on le voit juste voler en tout cas, parce qu'effectivement au chant ça n'a rien à voir, mais au vol sans aucun son, il faut faire attention. Et comment on distingue le mâle de la femelle? Eh bien tout simplement parce que le mâle a des taches blanches au bout des ailes et de la queue. Et ça, c'est vraiment la tribu qui le marque. Et ce qui va aussi essayer de montrer à la femelle, c'est ces belles taches blanches et ces parades dont je vous parlais tout à l'heure. Justement, en fait, il va claquer des ailes pour montrer à la femelle ces taches blanches. Et donc, quand je dis claque des ailes, c'est vraiment claquer au-dessus au-dessus et en bas. Et c'est comme ça aussi qu'on peut reconnaître la parade. Ou alors, il peut aussi utiliser ce claquement d'ailes pour défendre son territoire éventuellement. Alors justement, les différentes voies de l'engoulevent, donc on en a plusieurs. On peut avoir le chant, des cris de vol, et justement bah, ces cris d'interaction au claquement d'ailes qui peut avoir lieu pour différentes raisons. Alors le chant, c'est un long ronronnement continu. C'est quand même assez facile à reconnaître. Il y a très peu d'oiseaux qui ont un chant comme ça. L'idée première, alors je vais vous le faire écouter, vous pourrez vous faire l'idée, enfin avoir la comparaison que vous voulez, mais c'est vraiment un moteur qui est en train de chauffer. C'est pas forcément très beau, mais en tout cas c'est original. Il est ventriloque, ça c'est quelque chose quand même qui se sait pas. Enfin moi j'ai découvert en faisant ce webinaire. Et voilà, donc pas besoin d'ouvrir la bouche, il fait ça grâce à ça. Voilà, c'est ça. Et par contre, voilà, le fait que ce soit aussi comme ça, qu'il soit ventriloque, c'est que ça dépend énormément aussi du sens de la tête, l'orientation de sa tête. Et il suffit qu'il vous regarde à un moment pour qu'il paraisse proche, et il tourne juste la tête, et on peut avoir l'impression qu'il est 100, 200 mètres plus loin et avoir un deuxième chanteur en même temps. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Je peux essayer de vous le passer. Alors vous allez me dire s'il fonctionne. C'est pour le peu que je retrouve la souris. Hop. Est-ce que vous entendez? Oui. Alors, il a passé directement à l'autre. Alors, petit souci. On va essayer de l'arrêter. Hop, voilà. Bon, c'est concrètement à peu près tout le temps ça de toute manière. Alors, il y a quand même certaines nuances dans son chant, et notamment il fait des pauses à des moments. Au bout d'une ou deux minutes, il va couper son chant et puis faire une petite pause de ouais, 15-20 secondes. Maintenant, le chant bah, que vous venez d'entendre à l'instant, c'est notamment sur son site de reproduction. Voilà, c'est parce qu'il fuit, parce qu'on l'a dérangé, ou juste pour signaler sa présence. Euh, c'est un cri qui était ouais, simple, roulé, un peu, oui, enroulé, un peu grattant, donc un quick, vraiment, c'est assez explicite. Et puis voilà, ça résonne, c'est un peu fort, ça tranche un peu dans la nuit. Voilà. Alors, un deuxième enregistrement parce que. Donc voilà, vraiment ce quick assez perçant et qui dénote complètement de son chant. Et maintenant, les claquements d'ailes, ou ces cris secs. Alors, ces cris secs sont quand même assez peu documentés, mais genre, j'ai pas d'enregistrement là, mais voilà, c'est vraiment des. De toute façon, c'est pas forcément ceux-là qui ils sont assez rares apparemment. Et on entendra plus souvent le quick. En tout cas, les claquements d'ailes, on peut les retrouver pour deux choses différentes, soit pour défense de territoire, quand on va avoir un autre mâle qui va essayer voilà, qui va être dans le coin et qui va vouloir un peu chasser, ou alors tout simplement pour parader justement, pour impressionner la femelle, et c'est assez particulier.
Voilà, donc là, Bon, Erika, si avant ça pouvait reparaître une grenouille, là, on n'a plus de doute, hein. oui, normalement, il y a C'est vrai que le éléments. cric-cric pouvait Oui, faire un peu effectivement, grenouille. mais bon, après, une grenouille qui vole, c'est vrai que, ou qui est perchée à 6 ou 7 mètres dans les arbres, c'est quand même. Ouais, il y a moyen, en tout cas, Le d'avoir des crapaud doutes. volant, c'est ça. C'est ça, qui est largement Ouais, projeté. c'est mobile. Exact, oui. Voilà, pour le champ, puis il porte bien plus loin, sauf si, en tout cas pour des grenouilles, ouais. Et donc là, à la fin, on a pu entendre un deuxième claquement d'ailes. Certainement, justement, un autre mâle. Enfin, il est allé déranger un autre mâle, et puis ils ont essayé Enfin, ils ont claqué des ailes ensemble. Et un autre. Et là, c'est un peu particulier. Là, c'est un peu le moteur qui est en train de caler, mais ça, c'est aussi des chants, des bruits qui peuvent arriver. C'est quand il va décider de claquer des ailes en même temps que de chanter. Donc, ça nous fait quelque chose d'assez particulier, voilà, qui peut ressembler à ça. Donc ça, c'est des bruits qui. Voilà, c'est un mélange des deux. Il faut avoir un peu en tête aussi quand on peut rencontrer l'espèce. Alors, normalement, c'est celui-là. Hop, peut-être passer à la suite. Hop, alors. Maintenant, bon, c'est un chant qui est concrètement assez difficilement confondable, mais bon, j'ai décidé de vous parler d'autres espèces avec lesquelles on pouvait imaginer une confusion possible. En tout cas, avec un chant qui est qui est très redondant, et puis voilà, sans trop de variations. Alors, l'engoulevent d'Europe, c'est un chant qui est très puissant. On peut l'entendre à jusqu'à maximum 1 kilomètre. Alors, il faut quand même des conditions qui sont vraiment optimales. Et donc, voilà, pas trop de vent, pas trop d'arbres, etc. Mais ça peut porter. Il y a quelques variations. Comme vous pouvez voir sur le sonagramme, voilà, il y a des ruptures d'intensité un peu, avec des pauses au milieu. Il va se poser sur un arbre en hauteur, vraiment sur un poste de chant. Et voilà, très rarement diurne. Normalement, vous l'entendrez que de nuit. Je peux vous le repasser, histoire de s'assurer que vous l'ayez bien en tête, si je retrouve ma souris. Hop, Ouais, coucou en même temps. c'est ça. Je vous disais de faire attention justement à pouvoir confondre les coucous. En tout cas, au champ, on les confond pas. Non, oui, là, c'est sûr. Tu pourras rajouter la grenouille, du coup. Oui, c'est vrai, une grenouille, faut faire attention. Et puis, peut-être que vous connaissez, mais la locustelle tachetée, alors un chant qui, normalement, on pourrait pas trop le confondre, mais bon, c'est vraiment cette idée de chant qui est vibrant sur la longueur, sans trop de variations. Il est quand même beaucoup moins puissant, il y a quelques rares variations. À l'inverse de l'engoulevent, c'est un chant qui est diurne. Lui, ça va être uniquement la journée qu'on va pouvoir l'entendre. Et très aigu. Donc, je vous le fais écouter. Je pense que vous avez compris. Voilà, ce sonogramme en dessous, on voit que le chant est bien plus aigu. Ça peut être le même type d'habitat qui peuvent intéresser les deux espèces, parce que la locustelle, ça va être vraiment les milieux avec des buissons un peu partout, etc. Donc on peut retrouver les deux espèces au même endroit. Par exemple, sur la précédente étude qui s'est faite à Fontainebleau, on a eu justement des cas de locustelle tachetée en même temps que d'engoulevent. Voilà. Normalement, vous avez vu qu'on ne peut pas trop les confondre, mais bon, c'est bien aussi de l'avoir en tête parce que c'est des espèces qui sont intéressantes en termes de patrimonialité. Donc, à noter même enfin, ces données nous intéressent aussi à côté. Et enfin, alors rien à voir avec les oiseaux. Là, on est plutôt sur un orthoptère, la courtière commune. C'est un gros orthoptère, hein, qui peut faire 5-6 cm. Et un orthoptère fouisseur, c'est-à-dire, comme le grillon, il va faire des trous, des galeries sous terre. Et là aussi, c'est un chant qui va être puissant. On peut porter jusqu'à 600 mètres. Par contre, à l'inverse de l'engoulevent, c'est très monotone. On a très peu de variations dans son chant. Et encore une fois, pour le différencier de l'engoulevent, c'est une espèce qui, elle, va plutôt avoir lieu depuis le sol et surtout dans des milieux humides.
ce qui est pas trop le cas de l'engoulevent, puisque l'engoulevent va plutôt avoir tendance à fuir tout ce qui est eau et humidité. Voilà, je peux vous le faire écouter. Bon, j'arrête là parce que c'est pas le chant le plus agréable à écouter. Mais voilà, voilà à peu près les trois espèces avec lesquelles vraiment en cherchant loin on pourrait essayer de les confondre. Euh, mais globalement, quand même, l'espèce au champ est relativement facile à identifier. Voilà, dans les milieux qui lui sont favorables. Alors, hop, on lance tout. Je vais juste, voilà, passer aux habitats. Alors, l'espèce est un peu exigeante quand même vis-à-vis de ses habitats. On va principalement la retrouver dans des milieux qui sont ouverts ou pas trop, enfin voilà, assez ouverts, et notamment dans des landes. Ce qui est merveilleux à Fontainebleau dans le massif, c'est qu'on a beaucoup de ces milieux-là. Le pourquoi aussi, on a une belle population sur le massif. Et sur ces milieux-là, on a besoin aussi de postes de champ. Parce que lui, il va vraiment vouloir se placer enfin, en hauteur pour que son champ puisse bien porter. Et voilà, lui, il va juste avoir surtout besoin de ça. C'est pour ça que si on a vraiment une coupe rase, lui, il n'aura pas tendance forcément à apprécier énormément le milieu. Enfin, à partir du moment où il y a quand même un peu d'hétérogénéité et un peu différentes strates de végétation sur lesquelles il va pouvoir notamment pouvoir se cacher et ou se poster pour chanter. Et à côté, le milieu forestier peut quand même être favorable à l'espèce, qu'on ne pourrait pas forcément penser en premier lieu, parce qu'on l'entend surtout dans des milieux complètement ouverts. Mais les milieux forestiers peuvent être quand même favorables si la strate arborée et arbustive n'est pas trop dense. Parce que, en fait, tout simplement, vu que l'engoulevent, il chasse les insectes, s'il y a trop d'arbres ou d'arbustes, eh ben, tout simplement, il va se prendre les arbres. Donc, il a besoin juste de pouvoir manœuvrer assez facilement entre les différents arbres et arbustes. Alors maintenant, les menaces, parce que effectivement, c'est un oiseau qui en France se porte quand même à peu près bien, même si localement ça peut être des fois compliqué, mais on a quand même des menaces parce que bah, les oiseaux, de toute façon, c'est compliqué. Et la gestion sylvicole peut être des fois une menace avec, en fonction en tout cas du type de gestion qui peut être mise en place. Le trafic routier, ça c'est quelque chose qu'on n'imagine pas du tout, mais l'espèce, alors on ne sait pas forcément les raisons, mais en tout cas, il aime beaucoup les routes. Parce que la route dégage de la chaleur la nuit et attire des insectes, etc. On ne sait pas trop pourquoi. Mais en tout cas, l'oiseau aime bien se poser sur la route. Et évidemment, quand il y a une voiture qui arrive avec les phares, eh ben, il est ébloui, il se prend la voiture. Donc c'est une raison aussi de son déclin. La fermeture du milieu, voilà, peut complètement engendrer une baisse des populations parce que bah voilà, lui, il apprécie surtout les milieux ouverts et historiquement, bah, comme vous le savez, il y a les différents élevages et des fois été avec voilà, les brebis, des choses comme ça, étaient laissées en pâture en forêt et maintenaient les espaces ouverts. Et ce qui fait que bah, ça convenait complètement au mode de vie de l'engoulevent. Et enfin, la fréquentation, ce qui est particulièrement le cas, notamment à Fontainebleau, dans des espaces qui sont très touristiques. Il va être très sensible parce que bah, nichant au sol, il est très sensible aux dérangements, à la divagation des chiens, des humains. Et voilà, il va être très fragile à ça. Donc, c'est des choses à savoir en période, en tout cas, de nidification. Ne pas trop sortir des sentiers en milieu ouvert, etc. Faut y faire attention. Alors, maintenant qu'on a vu justement tout ce qui était un peu écologie, on va pouvoir parler de... S'il y a des questions. Oui, est-ce que Si des... vous avez des questions sur l'engoulevent, sur son écologie, c'est le moment. Bah non, Non? alors tu Très peux bien. continuer. Parfait. De toute façon, vous pouvez, si d'autres vous en viennent, vous pourrez les poser plus tard. Alors voilà, tout ça, connaissant que le engouement est quand même présent sur le massif et que c'est une espèce qui est quand même à enjeu, il y a eu un recensement qui a été décidé de mettre en place sur le massif.
Alors, et le contexte en 2025, ce qu'il en est. Alors, sa conservation en France, elle est inscrite sur la liste rouge en préoccupation mineure. Alors la liste rouge, je ne sais pas si tout le monde peut savoir, mais c'est le statut qu'on va lui donner en fonction de l'évolution des temps, enfin en tout cas des tendances d'évolution des populations. L'espèce est voilà, pas trop préoccupante en tout cas aujourd'hui. Et en termes au niveau européen, on a deux directives. On va avoir une directive oiseaux, donc qui va concerner que ces espèces-là, une directive habitat faune flore. Et l'espèce sur la directive oiseaux est notée espèce d'intérêt communautaire. Et sur cette directive-là, on a une zone de protection spéciale. C'est un espace qui est protégé et ça, qui englobe le massif de Fontainebleau. Il y en a une qui est spéciale sur le massif. Et l'engoulevent d'Europe est classé espèce à enjeu fort. Maintenant, en termes de population et de taille de celle-ci, en France, on a une population qui est assez mal connue. Voilà, on passe du simple au double on est estimé de 40 000 à 80 000 couples. Enfin, c'est des chiffres qui sont amenés à être de mieux en mieux connus parce qu'il y a 10, 20 ans, on était plus de 40 000 à 160 000 couples, les estimations. Bon, voilà, c'est des choses les connaissances s'améliorent quand même. Et en Île-de-France, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est une espèce quand même qui est dans un peu la limite française de son aire de répartition. Donc, on va avoir seulement 250 à 300 couples présents en Île-de-France. Et le massif de Fontainebleau a une forte responsabilité là-dessus parce que, elle accueille un tiers justement des couples de l'Île-de-France. Alors, sur l'état des lieux, on a eu une toute première étude qui a été faite dans les années 1980 par Jean-Philippe Siblé. Alors, le massif est tellement grand et à cette époque-là, il n'y avait pas eu forcément les moyens qui avaient été mis en place pour effectuer quelque chose de complètement exhaustif sur l'entièreté du massif. Et il a été décidé de faire un échantillonnage sur l'est du massif à partir de trois zones témoins, comme vous pouvez voir sur l'image juste à droite. Et sur ces trois zones témoins, on a 44 couples qui ont été contactés. Et à peu près, en extrapolant avec des calculs, une estimation d'environ 80 à 100 couples sur l'entièreté du massif. Maintenant, en 2016, donc il y a 9 ans, beaucoup plus récemment, il y a une autre étude qui a été mise en place. Et celle-là nous intéresse particulièrement parce que son but, c'était de pouvoir mettre en place une étude qui serait reproductible dans le temps, donc avec un protocole qui était assez facile à mettre en place. Et lui, ce protocole, il voulait être exhaustif pour vraiment avoir voilà, l'idée la plus précise possible de la population sur le massif. Et il a été choisi pour ce protocole de mettre en place 83 points d'écoute sur le massif et sur tous les milieux favorables. Donc ça a été un travail assez gros au tout début en tout cas, voilà, de choisir tous les espaces ouverts enfin tous les espaces ouverts favorables en tout cas surtout à l'espèce. Et en 2016, il y a eu en tout cas 16 observateurs au total qui ont fait tous les points, tous les passages nécessaires, à peu près pour 71 sorties de prospection cumulées. Et ce qui a été au total, ce qui a donné 104 couples, avec 94 races qui ont été inventoriées grâce au protocole, et 10 autres justement par des données hors protocole un peu spontanées. Et ce qu'on peut voir, c'est que voilà, l'espèce, elle apprécie surtout les milieux à l'est du massif, à l'ouest, pardon. Euh, et voilà, les milieux souvent là-bas sont ouverts, c'est des platières, des zones qui sont assez favorables à l'espèce. L'étude de 2016, elle a permis de confirmer, parce que je vous ai dit avant, en fait, les différentes préférences de l'espèce. Lui va préférer bah, tous les espaces non boisables, tout ce qui va être ouvert, pelouse sèche, landes, enfin, des carrières des fois, mais voilà. Vraiment tout ce qui était hors sylviculture, non boisable avec justement plus de la moitié des couples. Et aussi, voilà, comme je disais, on a à peu près un tiers qui était quand même en futée régulière. Alors pourquoi futée régulière? Parce que bah, souvent, dans les futaies régulières, la strate arbustive est supprimée, ce qui est une aubaine pour l'engoulevent parce que bah, lui, il a besoin de place pour pouvoir voler. Et puis, bah, tout simplement parce que les arbres sont bien alignés et qu'il y a bien moins de difficultés pour voyager entre les arbres.
Et voilà, on a quand même une petite partie qui est en futaie irrégulière, mais c'est surtout parce que c'était des milieux qui étaient un peu semi-ouverts avec quand même une strate arbustive qui est quand même assez faible, enfin en termes de densité, donc ça permettait quand même le déplacement assez facile pour l'espèce. On a un attrait particulier pour les landes, c'est vraiment des milieux qui sont largement favorisés par l'espèce, et un des intérêts très marqués pour les fourrés. Donc les fourrés, ça va être les pousses les jeunes pousses de sylviculture, donc vraiment sur voilà, les reprises, et qui peuvent faire voilà, entre 3 à 7 mètres. Et en fait, c'est souvent, vu que c'est des jeunes, enfin, des jeunes arbres, c'est assez dense. Les branches sont assez proches du sol, etc., ce qui empêche complètement en fait, le déplacement des engoulevents. Et maintenant, beaucoup plus récemment, quand je suis arrivé à la NVL, euh, j'ai fait une étude juste pour savoir en fait si, parce j'arrivais 9 ans après, et forcément 9 ans après, les habitats ont le temps de changer et d'être moins favorables pour l'espèce. Et j'ai essayé de passer en revue un peu tous les points et de déterminer si le point était encore intéressant à maintenir, et l'habitat sur lequel, à proximité, était intéressant pour l'engoulevent. Et pour certains points, j'ai décidé de les supprimer tout simplement parce que le milieu était complètement défavorable, que ce soit en termes de, voilà, de densité des strates, voilà, c'était surtout ça. J'ai décidé d'en déplacer certains parce que on avait une zone qui était plus favorable à proximité ou parce que certains points qui étaient trop proches. Ce qui fait que quand on était sur un point, on pouvait carrément entendre des engoulevents qui chantaient justement sur les autres points, et ce qui pouvait clairement induire du coup justement des biais de comptage. Et enfin, j'ai décidé d'en rajouter certains parce que entre-temps, il y a des zones qui ont été ouvertes pour diverses raisons, que ce soit de la gestion forestière, des incendies ou du dépérissement. Voilà. Ce qui fait qu'au total, on va avoir 16 points qui vont être différents et qui ne pourront pas être comparés avec l'étude d'avant, parce qu'on évite d'introduire ce genre de biais dans les études, et on va comparer ce qui est comparable avec les mêmes points. Et maintenant, en 2025, ce qui va se passer tout bientôt, les objectifs principaux de l'étude, ça va être de déterminer justement une tendance démographique de la population de Fontainebleau avec le même protocole. Et après, justement, de pouvoir estimer l'état de conservation de l'engoulevent sur le massif de Fontainebleau, pour savoir justement si l'espèce se porte mal et s'il y a besoin de mettre en place certaines choses plus poussées pour essayer de maintenir sa population. Et après, bon, de manière secondaire, évidemment, ça va être sensibiliser aux bonnes pratiques pour éviter de trop déranger cette espèce fragile, et puis voilà, faire parler de l'engoulevent qui est quand même assez méconnu, et puis après, voilà, faire aussi parler évidemment de notre association, la NVL, et développer un peu le réseau de bénévoles. Alors maintenant, concrètement, on a 84 points pour l'étude de 2025 qui arrive tout bientôt. Et avec l'avis de aussi les personnes qui avaient mis en place l'étude en 2016, j'ai essayé de faire avec ces 84 points, j'ai essayé de les classer en secteurs voilà, il y a 24 secteurs avec 3 ou 4 points à faire en gros par soirée. Un secteur, c'est normalement ce qu'on peut essayer de faire en soirée, par soirée. Euh, alors c'est après pour passer d'un point à un autre, justement, ce sera soit surtout à pied et quand ce sera possible, enfin en tout cas quand il y aura les moyens nécessaires, à une voiture qui peut aller sur les chemins forestiers, on pourra y aller, mais il faudra prendre des précautions évidemment parce que pour éviter de déranger l'espèce avec les phares, etc., qui est particulièrement sensible. Enfin, voilà. Et après, j'ai aussi essayé de classer certains points en fonction d'un certain degré de difficulté, parce que justement, ce qu'on est ressorti aussi de la dernière étude, c'était que à partir de 5 mâles chanteurs, c'était difficile de déterminer combien il y avait de chanteurs. Et aussi, après, il y avait d'autres points qui étaient difficiles d'accès, parce qu'évidemment, de nuit, et puis sur des tout petits sentiers qui sont pas balisés, des fois, se déplacer entre les points, ça peut être un sacré défi. Maintenant, le protocole qui va se passer pour chaque soirée de prospection, évidemment, ça va passer par le dénombrement des mâles chanteurs. Ça va être surtout ça par lequel on va se fier, et surtout les chanteurs simultanés, parce que évidemment on peut compter à 5 moments différents un chanteur, mais ça peut être le même qui s'est déplacé sur
le milieu, et puis donc ça, faut faire gaffe. Il faut surtout compter, voilà, essayer de dénombrer en tout cas les mâles qui chantent en même temps. Le point d'écoute, quand il va se passer lui-même une fois arrivé sur place, on a les 5 premières minutes, c'est de l'écoute spontanée. On fait rien, juste on essaye de voir si on entend de l'engoulevent. Si on n'entend rien, parce que si on entend les engoulevents, pas besoin de passer 1 minute de repasse. Donc la repasse, c'est faire mettre le champ en fait de l'engoulevent avec justement le besoin d'avoir une petite instinct quand même. Et des fois, juste faire passer son champ, le mettre, ça peut faire venir l'espèce et justement pour qu'il vienne défendre son territoire. Alors c'est un peu de dérangement, mais en tout cas, ça nous permet en tout cas de savoir s'il est présent sur les lieux. Et après 7 minutes à faire passer la repasse, on continue les coups de 5 minutes. Et voilà, ce qui fait qu'à peu près on passe environ 10 minutes sur chaque site maximum. Et le protocole, comme je vous disais, on essaye d'arriver au crépuscule, donc 20 minutes avant le coucher du soleil jusqu'à 2 heures maximum après. Euh, mais voilà, on essaye de se limiter à ça, sachant qu'il y a éventuellement quelque chose de limitant qui a été montré sur Fontainebleau, c'est que il y a tellement une pression humaine sur la forêt avec tout ce qui est touristique, etc. Ce qui fait que l'engoulevent aurait peut-être l'habitude de chanter à partir vraiment de la nuit tombée, au moment où les humains ont complètement quitté la forêt. Voilà, donc peut-être que ça permettra aussi de tester ça, ces 20 premières minutes, de voir si il commence à chanter à partir de ce moment-là ou s'il attend vraiment la nuit tombée. Et chaque contact avec l'espèce sera annoté avec un degré de nidification. Alors, ces degrés de nidification, ils passeront par des codes Atlas. Et les codes Atlas, je ne sais pas si vous connaissez, mais en fait, ça permet de classer en fait la certitude ou non de la reproduction avec en 3 classes, donc possible, probable ou certaine. Donc nous, si on entend juste un mâle chanteur, ce sera un code Atlas 2. Voilà. Et par contre, si au deuxième passage, deux ou troisième, on entend encore des mâles chanteurs, ça passera en probable, parce qu'on entend à plus de 7 jours d'intervalle. Et voilà, après, de toute façon, en nidification certaine, ce sera extrêmement rare, à moins de déranger un adulte en train de couver ou de voir une nichée. Mais voilà, de toute façon, si on voit des jeunes ou un adulte en train de couver, évidemment qu'il faut vite le laisser tranquille parce que voilà, ça induit beaucoup de dérangement et c'est pas ça forcément qu'on souhaite. Et après, pour l'étude, en fonction justement de ces différents contacts, on traduira par des formes, enfin des indices, selon la méthode du coup des indices ponctuels d'abondance, les IPA. Ça se fera après, ce sera mon travail après. Alors voilà à quoi peut ressembler un point d'écoute. Bon, c'est simplement pour donner une idée, c'est pas forcément ça que vous ferez, mais voilà. Alors sur la première image, voilà, ça c'est une réalité, il y a quand même beaucoup de points sur lesquels on n'aura rien. Ça, faut le savoir. Mais bon, c'est que 10 minutes passées sur chaque point, donc c'est pas très grave non plus. Mais voilà, faut pas oublier aussi de noter tout ce qu'on entend, parce qu'on peut avoir des espèces qui sont très intéressantes. Pas forcément, effectivement, ce sera pas forcément dans un engoulevent, mais on peut avoir d'autres rapaces nocturnes. On peut avoir, voilà, au moment de la tombée de la nuit, des espèces qui peuvent être intéressantes, comme la locustelle tachetée, des choses comme ça. Donc, toutes ces espèces sont très intéressantes et seront aussi à noter. Et puis voilà, hein, des fois, sur la deuxième image, on voit qu'il y a jusqu'à 3-4 engoulevents qui chantent simultanément. Donc ça, c'est quand on a beaucoup de chance, quand on est sur les bons endroits. Et là, il faudra pas être particulièrement être vigilant, voilà, parce que ça peut être difficile de réussir à tous bien les compter et vraiment s'arrêter au nombre qu'on a de mâles chanteurs simultanés. Parce qu'il suffit qu'ils volent d'un point à un autre, et puis on peut avoir l'impression qu'il y en ait plus. Alors maintenant, tout ce que vous collecterez sur le terrain, il faudra impérativement le rentrer dans la base de données Géonat Île-de-France. Alors peut-être que vous connaissez pas. Si vous connaissez vraiment pas, on a prévu de faire lors des soirées de prospection des petites formations justement pour vous aider à comprendre comment fonctionne cette base de données. Et dans cette base de données, il a été créé un jeu de données spécial, enfin dédié justement à cette étude qui s'appelle Suivi ZPS engoulevent du massif de Fontainebleau. Et il faudra rentrer toutes les données collectées du terrain dans ce jeu de données pour tout centraliser. Donc ça me facilitera moi beaucoup la vie que tout soit au même endroit. Et voilà, moi je vous demande du coup de pouvoir tout rentrer dans la base de données de manière autonome, parce que sinon ce sera vraiment beaucoup, beaucoup trop de travail pour moi.
Et il y a deux manières de le faire. Alors, soit depuis le terrain directement par le téléphone et l'application Octax. Là, vous pouvez l'installer sur votre téléphone et puis après, vous rentrez de manière autonome sans avoir besoin d'y revenir après à la maison. Ou alors depuis le site internet. Donc là, ça se fait après, voilà, quand à la fin du protocole, une fois rentré à la maison, où vous pouvez tout rentrer. Après, vous êtes créé un compte. Voilà, c'est un peu de temps, mais bon, voilà, une fois qu'on a pris la main en 5-10 minutes grand max, tout est rentré. Et les éléments qui seront impératifs à marquer, ce sera noter toutes les espèces observées, évidemment, parce que, voilà, comme je l'ai dit, tout ça, ce sera étudié. S'il n'y a aucun contact, bien le notifier, parce que sinon, moi, je vais me demander si tout simplement le point a pu être fait. Marquer l'usage de la rapace ou non. Voilà, parce que s'il n'est pas venu de lui-même, c'est aussi intéressant à étudier. Et localiser les contacts. Voilà, précisément, ça, essayer au plus précisément possible, parce qu'évidemment, s'il chante à 400 mètres, ce sera approximatif, mais voilà. Ça permet aussi de savoir dans quel milieu il peut essayer de chanter, et ça, tout ça, c'est très intéressant à étudier après. Et voilà, les codes Atlas, évidemment, comme je vous ai dit tout à l'heure. Anatole, on a une Ouais. question à propos de la repasse. Est-ce que c'est un dérangement pour l'oiseau et à quel niveau? Et est-ce qu'il faut la faire du coup systématiquement dans le protocole? Oui, dans le protocole, c'est clairement marqué qu'on utilise la repasse. Et oui, c'est un dérangement éventuel parce que, évidemment, enfin, de manière spontanée, l'oiseau chante pas. Donc, venir mettre une bande passante d'un oiseau qui chante à côté, ça peut créer du stress pour l'espèce parce qu'elle va se dire, OK, il y a un mâle qui chante ici sur mon territoire. Et c'est pour ça c'est juste une minute. Faut pas, et c'est pour ça, faut vraiment pas en abuser de la repasse. C'est vraiment un but scientifique. Euh, et parce que bah, tout simplement, pendant le moment où il va venir chanter et défendre son territoire, et bien tout simplement, il va pas chasser, il va pas nourrir ses petits, il va pas se reposer. Donc c'est vraiment du stress et de la dépense qui peut être faite pour rien. Et donc c'est vraiment un but scientifique et ça, c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention. Et c'est pour ça aussi que je vais fournir une bande passante à tous les bénévoles, parce que tout simplement, si on met un champ qui a été pris en Russie, bah, tout simplement, l'espèce pourrait ne pas répondre éventuellement parce qu'il y aurait peut-être des fois des accents éventuels sur l'espèce. Alors Sophie dit on emporte ses écouteurs. Alors les écouteurs, ça va pas servir à grand-chose parce que le but c'est de faire entendre la repasse, donc faire entendre un autre oiseau pour Mm. pousser l'oiseau à chanter. Donc le but c'est pas, là vous l'avez entendu, hein, l'engoulevent il est quand même pas très très confondable. Il y a peu de chances qu'on le confonde. Une fois qu'on a le chant dans la tête, il est peu probable du coup qu'on confonde. Donc à la différence de pouvoir utiliser les écouteurs avec d'autres espèces, là sur l'engoulevent l'idée c'est dans le protocole, il est prévu une minute et justement pour les obliger à chanter. Voilà. Et c'est pour ça que, évidemment, si on a enfin, dès qu'on arrive sur site et qu'on a déjà un mâle qui est chanteur, évidemment, on ne mettra pas de repasse parce que ça sert à rien de. De le Enfin, perturber. voilà, c'est ça. Vraiment, c'est vraiment un but scientifique et on fait très attention à ça, mais c'est de toute façon quelque chose qui est fait de manière courante pour les divers suivis ornithologiques. Voilà, la repasse, c'est quelque chose qui se pratique pour essayer de déterminer la présence ou l'absence des mâles chanteurs à proximité. Et maintenant, les dates justement des différentes soirées de prospection. En mai, ça va permettre de justement tester la méthode que je vous ai présentée juste avant. C'est pour ça qu'on a que quelques soirées et pour chaque soirée, on aura notamment des débriefings histoire de voir si tout se goupille bien, si on arrive s'il n'y a pas de difficulté particulière, si moi j'ai estimé donc 3 à 4 points par soirée, mais peut-être que c'est pas bien estimé, peut-être qu'on a le temps d'en faire plus, peut-être qu'on peut pas en faire autant. Donc voilà, tout ça, ça permettra de calibrer un peu pour le gros du protocole qui se passera en juin. Et on a aussi, donc, comme je vous le disais, 3 soirées qui sont prévues pour former les bénévoles qui ont éventuellement besoin d'aide, notamment pour l'usage de la base de données, le protocole. Et pour ça, on a 4 soirées qui se passent du coup justement sur les 2 dernières semaines de mai, au moment où l'espèce est à peu près active. Et parce qu'en juin, c'est justement à ce moment-là où l'espèce est très active, c'est là qu'on aura le- beaucoup de sorties. Et ça se fait en 2 périodes. Les 2 premières semaines, ce sera surtout, il
y aura moins de sorties et ça nécessitera surtout d'être au moins autonome parce que moi, je serai en fait, je retourne en cours malheureusement ces 2 premières semaines de juin. Ça tombe pas au meilleur moment, mais c'est comme ça et voilà, faudra au moins, enfin en tout cas être autonome sur le terrain et sur la saisie des données. Les 2 dernières semaines, c'est là où on aura une grosse concentration des sorties avec à peu près 4 par semaine. Voilà. Et après, en juillet, ce sera essayer de terminer les passages nécessaires parce qu'au total, on va essayer de faire quasiment pour tous les points 2 passages, voire 3. Parce qu'on espère avoir quand même pas mal de bénévoles qui nous permettent d'aller jusque-là et ça nous permettra d'avoir à la fin un chiffre assez précis et une idée assez exhaustive du nombre d'engoulevents sur le massif. Et voilà, après, ici, je vous mets le QR code pour vous inscrire justement aux différentes soirées de prospection. Alors ça, de toute façon, je vous l'enverrai à toutes les personnes qui se sont inscrites, parce que voilà, je pense que vous êtes intéressés, évidemment. Donc je vous l'enverrai par mail. Et voilà, après, le but, c'est de former des duos en fonction du niveau, parce que voilà, s'il y en a qui sont plus néophytes, de manière à ce que voilà, ils puissent être enfin, puissent être formés, parce que c'est aussi plus sympa sur le terrain d'être à deux et par mesure de sécurité, évidemment. Et voilà un peu la bibliographie. Et puis voilà, pour aller plus loin, différentes études, si jamais ça peut vous intéresser de creuser un peu le sujet. On a René Auclair qui a fait un programme de bagage très intéressant pendant 6 ans dans les années 1980. Donc c'est l'étude majoritaire, en tout cas française, sur l'espèce. Et après, si vous voulez aussi, il y a un jeu, voilà, tout simplement pour montrer aussi un peu son pouvoir de camouflage dans le dehors, dans les landes, etc. Donc c'est le lien qui est juste en bas. Je pourrais vous l'envoyer aussi si jamais ça vous intéresse. Mais voilà, c'est des images, il faut essayer de le trouver, faut essayer de le trouver, l'engoulevent, et c'est vraiment pas évident. Et voilà, normalement j'ai fini. Merci pour votre écoute. Et si jamais vous avez des questions, vous pouvez me les poser maintenant. Et sinon, vous pouvez, voilà, vous avez mon mail ici. De toute façon, je vous ai envoyé à chacun le lien d'inscription, donc vous avez mon contact. Voilà. Puis après ça c'est plus sur l'espèce, mais c'est les autres sorties qui seront forcément, enfin qui seront ouvertes aux adhérents et En priorité. en priorité, voilà. Et voilà, qui sont pas forcément que sur l'engoulevent, mais par contre, voilà, c'est à but formateur aussi, et même pas que, parce qu'il y a plein d'espèces qui sont très intéressantes sur tous ces milieux. Donc voilà, les contacts de l'association. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux, voilà, vous avez tout. Et puis voilà, je sais pas si vous avez des questions, en tout cas, c'est bienvenu. Moi, j'en ai une. Oui, Bonjour Anatole. bonjour. Euh, Est-ce que les espaces, là, les territoires qui vont être repérés avec la présence des engoulevents, ça peut être des espaces qui seraient clos de toute activité humaine sur la période de reproduction, par exemple? Cheval, vélo, piéton, varap et tout ça? Ou il n'y a pas l'idée de le travailler avec l'ONF? Après, l'ONF quand même travaille avec nous. Oui. Euh, mais alors il y a des espaces déjà dans la forêt qui sont, on va dire, complètement mis sous cloche et voilà, à l'abri en tout cas de tout dérangement mécanique, etc. Mais après, l'espèce de toute manière, elle cohabite quand même de manière assez, enfin visiblement assez facilement. Enfin, l'espèce est quand même très présente à l'ouest du massif et là-bas il y a une grosse concentration touristique parce qu'il y a beaucoup de présence d'espaces d'escalade. Voilà. Après, évidemment, forcément, c'est peut-être pour ça qu'il y a aussi, c'est marqué qu'elle ne soit pas aussi présente en fin de journée au crépuscule et plus tôt de nuit. Mais bon, après, je pense pas que là, de mettre des espaces complètement sous cloche pour l'engoulevent spécialement, ce soit prévu, parce que c'est quand même, en tout cas, pas que pour cette espèce. Ah, Je sais pas si ça d'accord. répond entièrement à votre question. Si, si, merci.
Comme dit Jean-François, c'est une forêt publique, donc elle est ouverte. Maintenant, il y a des milieux dans cette forêt, comme la plaine de Chamfroy, qui sont, pour des raisons aussi de pâturage, grillagés. Et c'est des secteurs où bah, l'engoulevent, il aime bien aussi bah, être, parce que c'est certainement plus protégé, il est moins dérangé, hein, donc Et aussi pour compléter, côté ONF, on a pas mal travaillé ces dernières années sur les bonnes pratiques qu'on diffuse auprès du grand public. Et on a travaillé également avec l'aide de la préfecture à fermer les parkings la nuit. Enfin, pas les fermer physiquement, mais en tout cas interdire le stationnement, ce qui limite aussi la présence de public en forêt sur la période nocturne. oui, il y a Jean-François dit chien en laisse au printemps, ça c'était un des projets de l'ONF aussi, je sais pas où vous en êtes, Morgane, si tu peux nous en dire quelques mots. Ah bah, ça, c'est chaque année. Je sais pas si Jean-François veut compléter, mais chaque année, du 15 avril au 15 juin, au 1er juin, je ne sais jamais, on invite tout le monde à tenir les chiens en laisse pour éviter qu'ils divaguent dans les parcelles. Mm. Mm. Alors ça, c'est pas que pour les engoulevents, mais Oui, c'est Oui, ça. ouais, c'est 30 juin, c'est 30 juin à la fin, mais 30 juin, pardon. ouais, mais c'est ça, ouais, effectivement. Donc, bah, nous, effectivement, on veille à ce que ça soit respecté au maximum, hein. C'est pas toujours facile. ouais. Les gens ont des fausses habitudes, des mauvaises habitudes, mais bon, c'est comme ça. Mais bon, on le rappelle, et puis d'ailleurs aussi, on a aussi communiqué avec bah, Morgane au SEAP et son équipe, on communiquait aussi avec les participants de courses d'orientation, etc., pour prendre des mesures pour éviter que des manifestations aient lieu bah, en forêt, en parcelle, pendant cette période critique, hein. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait aussi de plus en plus. Alors Alexandra demande, est-ce que les duos sont formés sur place ou nous pouvons venir à deux directement? Faut-il que le duo soit le même si nous faisons des sessions de formation en mai, en une, en juin? Non, non, après, ça va être quand même assez libre, hein. Enfin, là, le but, c'est juste d'être au moins deux quand même sur le terrain. Et l'idéal, enfin, l'idée, en tout cas, c'était de pouvoir avoir quelqu'un qui est confirmé, qui sait utiliser correctement la base de données. Puis bon, après, de toute façon, je pense que ça viendra assez, enfin, ça viendra assez vite, mais c'est aussi en termes de déplacement. Et puis, nocturne, parce que c'est pas évident de se déplacer de nuit. Et puis, bah, d'identification, mais bon, l'engoulevent, c'est quand même assez simple, comme je disais. Mais après, non, voilà, si de toute façon, il y a déjà un duo qui est mis en place. Moi, l'objectif, c'est pas non plus d'imposer quelque chose dont vous avez pas. Enfin, voilà, parce que vous êtes libre après, hein. Donc, non, il n'y a pas de souci. Jean-François, Oui, tu as oui, je levé lève la la main. main. J'ai Vas-y, levé la main. vas-y. Donc. Oui, petite question du coup. D'abord, merci pour la présentation, hein, c'était très clair et intéressant. Non, d'un point de vue organisation, est-ce qu'il y aura une liste des participants qui sera communiquée? Et puis avec le calendrier, comment ça se passe? On s'inscrira, des dates potentiellement pour savoir qui vient, etc. Voilà, je ne sais pas. Ouais, alors non, sur le Google Form là, que je vous enverrai par mail, Ouais. vous pouvez vous inscrire sur les différentes dates de prospection que vous voulez faire. Et je demande aussi votre numéro de téléphone parce qu'on fera tout simplement un groupe WhatsApp. Parce que ce sera plus simple différents soirs. J'ai vu une question sur le covoiturage, notamment pour tout ce qui est type de covoiturage, ça pourra être mis en place pour ça. Mais je pense qu'un groupe WhatsApp, ce sera plus facile parce que éventuellement, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui a fini ses points plus vite, il a envie de faire un autre point. Enfin voilà, en termes de rapidité de prise de décision, etc., ce sera bien plus évident pour tout le monde. Après, s'il y en a qui n'ont pas WhatsApp, on se débrouillera autrement. Mais enfin, je communiquerai avec eux par mail, mais voilà. Je pense que WhatsApp, ça permet d'avoir une rapidité de décision qui sera bienvenue pour le suivi. Oui. Bonne soirée à Morgane. Et est-ce que vous avez, il y a d'autres questions? Ok. Bon, bah Anatole, on verra dans les prochains jours
le Google Form, Ouais. etc., tout ce qu'il vous faut. Et puis, on vous souhaite à tous une bonne soirée, et puis on vous dit à bientôt Ouais. pour les prospections. Bonne soirée. Au À revoir. bientôt. Au revoir. Bonne soirée, au revoir.